Bonjour à tous. Voilà, donc moi je vais vous parler des enjeux concernant l'interopérabilité des données. Et je vais essayer d'être clair et puis d'essayer de bien mettre le point, un focus là où c'est pas si facile que ça. Alors, dans la filière vigne et vin, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de sources de données. Et avec des données qui sont souvent massives, qui sont souvent très riches et particulièrement complexes. Et vous voyez, ça peut venir vraiment de choses très variées. Et alors on parle de données massives et complexes, mais en fait comment elles sont produites avec des techniques et des technologies variées, dans différents contextes, dans différents environnements. À plusieurs échelles. Alors, comme vous voyez, on peut aller du génome jusqu'à des échelles pertinentes pour la filière, comme la région. Donc, entre la région et le génome, il se passe beaucoup de choses. Il y a des interactions dans ces échelles, entre les échelles, et puis les données sont produites par différentes équipes qui on va voir des vocabulaires souvent très différents et de disciplines différentes, c'est-à-dire entre un sociologue, quelqu'un qui va s'intéresser à l'aspect social, quelqu'un qui s'intéresse au génome, il y a une distance assez grande en termes de discipline. Et donc, pour la filière, en fait, on a des jeux de données qu'on va essayer de produire pour essayer de faire avancer les choses, et là, je vais revenir dessus. Et pour les données, en fait, on peut parler de jeux de données qui sont des objets, finalement, interdisciplinaires, parce que les données peuvent être regardées de plusieurs disciplines. Et donc, je reviendrai sur ces aspects complexité et comment on peut appréhender cette complexité. Alors, si on a beaucoup de données, l'idée derrière, on ne les produit pas pour le plaisir, on les produit parce qu'on va en faire quelque chose, parce qu'on veut leur donner de la valeur à ces données. Et il y a de nombreuses approches pour essayer de valoriser les données. Alors on peut parler de cheminement des données, et en fait ce cheminement des données, c'est ça qui va donner de la valeur. C'est-à-dire que derrière, il va falloir par exemple les produire, les définir, les trouver, si c'est des données qui peuvent provenir, par exemple des données météo, des choses comme ça. Il va falloir, une fois qu'on a recueilli toutes les données, qu'on les a collectées, il va falloir les organiser, les explorer, les nettoyer un peu, parce que souvent, il y a des choses où la granularité des données ne convient pas, etc. Il y a besoin de transformer, de nettoyer, de décrire. Tout ça pour analyser et finalement faire avancer les choses et obtenir de l'information. Donc, comme là, c'est dit, raconter l'histoire. Et donc, les différentes façons de donner de la valeur aux données, ça va être déjà quand elles aident à comprendre, quand elles vont nous aider à décider, nous aider à prescrire, par exemple en viticulture de précision, des choses comme ça, pour anticiper si je veux gérer des événements extrêmes, etc. J'ai besoin des données pour faire ce genre de choses. Donc ça, c'est un premier niveau de valeur. Le deuxième niveau de valeur, dans un contexte de recherche, va plutôt chercher à valider des modèles, valider des idées, valider des hypothèses, mais aussi être utilisé comme preuve dans un but de transparence sur la recherche qui est effectuée. Donc la donnée elle sert aussi comme preuve. Et on a aussi observé déjà depuis plusieurs années, c'est à travers des actions de partage des données, on a aussi favorisé l'innovation. On peut aussi, à travers la réutilisation des données, notamment dans le cadre d'enseignement, donner davantage de valeur aux données en les partageant au profit d'enseignement. Et en fait, vos données, mieux vous allez les structurer, plus vous serez capable de les grouper, plus vous serez capable de les assembler de façon différente et de monter la valeur à travers, par exemple, des recherches collaboratives, interdisciplinaires ou des études à grande échelle, où à ce moment-là, on peut commencer à voir des choses qu'on ne peut pas avoir si on fait ça à petite échelle. Donc voilà un peu les différentes démarches pour essayer de maximiser la valeur des données. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, on est confronté à un problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on observe trop de silos de données, c'est-à-dire des données qui fonctionnent de façon un petit peu isolée et qui ne sont pas capables d'être assemblées
connectés avec d'autres ou exploités par des personnes qui sont éventuellement qui n'ont pas le niveau d'information suffisant. Donc, alors pourquoi, quels sont ces obstacles au partage? Vous avez souvent les noms, les identifiants qui sont pas suffisamment bien discriminants, c'est-à-dire que si par exemple ici j'utilise le prénom d'une personne, peut-être que c'est pas discriminant et qu'il va y avoir plusieurs fois la même personne qui porte le prénom, et du coup si je veux assembler des informations sur une personne et que j'utilise que le prénom, ça sera peut-être pas très très malin. Souvent on est confronté à ça, c'est-à-dire que les raccourcis qu'on peut faire sur les noms et les identifiants ne permettent pas de discriminer les individus. On a aussi les vocabulaires non harmonisés, et je donnerai un exemple de vocabulaire non harmonisé. On se confronte assez vite à la même chose qui s'appelle de façon différente suivant les disciplines ou suivant les personnes, ou à l'inverse, la même chose, des choses différentes qui s'appellent de la même façon. Par exemple, je sais pas, je peux prendre des choses. Un adulte pour un biologiste, c'est pas la même chose qu'un adulte pour un sociologue, par exemple. Voilà. Ensuite, on n'a pas ou peu d'accès à des descriptions des contextes. On a aussi des formats trop variés, notamment sur les dates, et on ne peut pas assembler facilement les données parce qu'on a des problèmes sur les dates, sur les données manquantes, sur les caractères un petit peu spéciaux, etc. Et surtout toute la mécanique d'accès aux données qui est, si elle est hétérogène et pas toujours, finalement, on ne sait pas comment y accéder. Alors, on a finalement, généralement, assez peu d'éléments pour comprendre et lier les données. Et c'est un des enjeux importants on va lever au cours de ce séminaire. Alors, c'est quelque chose qui aujourd'hui, il y a des principes qui ont été... alors, ce slide est en anglais parce que j'ai fait de la récupération d'une autre présentation que j'avais faite, mais l'idée, c'est il y a des principes qui ont été établis, des principes qu'on appelle les principes FAIR, pour essayer d'améliorer les choses. Et en gros, c'est basé sur... quatre principes, pardon. Il faut essayer de rendre ces données trouvables, donc findable en anglais, donc le F de FAIR. Pour ça, il faut, j'ai mis en rouge où c'est un peu difficile, il faut des identifiants persistants, donc c'est PID, c'est Persistent ID. Après, il y a des choses qu'il faut indexer dans les portails, etc. En gros, pour moi, le challenge qu'il y a derrière ce principe d'être trouvable, c'est d'avoir des services d'accès à des données qui soient coordonnés et durables. Ce qui concerne l'accessibilité, c'est avoir les données qui sont accessibles avec des mécanismes qui permettent de les récupérer. Et pour moi, la difficulté, elle est souvent dans les droits qui sont associés aux données. C'est-à-dire que si vous avez des données qui sont en accès libre, des données qui sont en accès restreint, si vous les mélangez, quels sont les nouveaux droits liés au dataset que vous avez produit? Je ne sais pas si je suis clair, mais quand on mélange des licences, en fait, même les juristes, je ne sais pas s'ils s'y retrouvent. Donc, moi, je ne m'y retrouve pas. Je ne sais pas ce que je produis finalement si je mélange des données de différentes sources pour essayer de faire quelque chose. Il faut que ça soit interopérable, c'est-à-dire que les données puissent communiquer. Alors, je reviendrai un petit peu plus loin sur l'interopérabilité, mais ça veut dire qu'il faut partager beaucoup de choses, des formats, partager des vocabulaires, partager des syntaxes, partager des choses comme ça, pour qu'on puisse accéder aux données. Et le dernier, c'est le R de réutilisable, et notamment, il faut garantir la provenance. Pour réutiliser des données, en fait, on n'aime pas réutiliser des données quand on ne sait pas d'où elles viennent. Donc la provenance, c'est quelque chose d'assez difficile à faire, et on s'en rend compte, par exemple, tous les jours sur le web, puisque quand on ne connaît pas la provenance des choses, du coup, on a n'importe quoi, et notamment des fake news. C'est quelque chose qui est un petit peu difficile à faire, de gérer une provenance. Et le côté aussi interdisciplinaire, puisqu'en fait, quand on veut réutiliser des données, il faut les comprendre, et si elles ne sont pas suffisamment bien décrites, c'est difficile. Alors,
Je vais redétailler un petit peu l'interopérabilité des données. Donc en fait, l'interopérabilité, c'est la capacité d'un système à fonctionner avec d'autres systèmes existants, sans restriction d'accès. Alors il y a 3 niveaux d'interopérabilité. Vous avez un niveau qui est plutôt technologique, qui correspond à être en capacité de communiquer. Le niveau syntaxique, qui est le niveau de savoir communiquer. Et le niveau le plus difficile, c'est finalement savoir se comprendre. Et donc, il faut trouver des outils, trouver des moyens pour qu'on puisse se comprendre, pour que les applications informatiques puissent aussi se comprendre. C'est-à-dire qu'il y a comprendre avec l'humain, mais comprendre aussi qu'on ait des outils informatiques qui soient capables de se comprendre. Et pour ça, il faut utiliser des standards. Et là, je vais un peu développer ces aspects-là. Alors, du coup, le défi des données, ça va être, pour pouvoir mettre tout ça en place, ça va être de structurer les données, de les sémantiser, donc leur donner du sens. Et leur donner du sens, on va voir pas que pour les humains, leur donner du sens pour les machines, et d'ensuite être en capacité de lier les données afin de développer leur valeur et de sortir de ces systèmes d'information, de toutes les applications qui sont en silo. Et ça, ça va effectivement donner une nouvelle valeur aux données. Et pour cela, on a besoin de nouveaux systèmes d'information. Alors, structurer les données, c'est pas pour le plaisir, c'est pour notamment implémenter les bonnes pratiques. Donc, les pratiques dont je viens de parler, qui sont les pratiques FAIR, qui garantissent que la donnée, elle a un bon potentiel pour être partagée, mais c'est indépendant de sa qualité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des données qui sont très pertinentes, mais difficiles à partager et qu'on partage très très peu, et à l'inverse, des données peu pertinentes et qui sont partagées. C'est indépendant de la qualité de la donnée. Mais rendre les données FAIR, c'est quelque chose qui va permettre de les réutiliser, de les mettre en valeur. C'est ça l'idée. Hein. C'est plutôt leur potentiel de valorisation qu'on évalue et non pas leur qualité propre. De disposer de systèmes flexibles et évolutifs. Alors ça, c'est plutôt lié au contexte de la recherche, c'est-à-dire vous avez un contexte de la recherche où la recherche d'aujourd'hui, ce n'est pas la recherche de demain et ce n'est pas la recherche d'hier. On a besoin d'évoluer, de répondre à des nouvelles questions, à des nouveaux enjeux, et il faut disposer de systèmes qui soient flexibles et évolutifs dans ce sens. Après, de systèmes qui vont être capables de combiner les données. Non seulement il faut qu'elles soient FAIR, mais en plus il faut que derrière on soit après capable de les combiner afin de créer des nouveaux datasets et d'extraire des connaissances ou d'extraire un service, etc., de ces données. Et puis, c'est déjà de plus en plus attendu dans le cadre des projets, c'est d'être capable d'appliquer un plan de gestion de données. Donc il faut des outils pour faire ça, pour structurer des données, afin d'obtenir ces fonctionnalités recherchées. Et en fait, il y a 2 éléments clés dans la structuration de données, c'est l'identification d'un côté, et de l'autre côté, la sémantique, donc la capacité à se comprendre. Alors, je vais développer un petit peu ça. Donc l'identification, ce qu'on utilise couramment, et ce qui est très adapté au contexte, c'est d'utiliser des URI. Alors, des URI, ce sont des identifiants qui ressemblent à des URL, donc ce qu'on tape sur le web, mais il n'y a pas forcément une page web derrière. Mais l'avantage, c'est que c'est standardisé et que c'est facile à intégrer dans les applications web. Ça permet d'avoir des identifiants qui sont non ambigus. Et puis, si vous mettez des noms qui vont bien en tête, ça va éviter de se télescoper avec d'autres parce que ça vous réserve un nom de domaine. Et c'est au sein de ce domaine que vous allez nommer vos données. Et il y a également associé aux URI, et ça c'est très intéressant, un mécanisme d'accès à la description qu'on appelle du déréférencement. En fait, quand vous récupérez l'identifiant, vous avez une mécanique derrière qui se met en place, vous pouvez mettre en place et obtenir la description. Donc si par exemple j'ai un smartphone et je vois une plante et qu'il y a un QR code sur cette plante, je prends le QR code, sur le QR code j'avais l'URI marqué, il y a résolution du truc et du truc de l'URI, de l'identifiant, et derrière j'ai toutes les informations liées par exemple à cette plante qui vont apparaître. Je vais savoir quand est-ce qu'elle a été plantée, etc., quand est-ce qu'elle a été taillée, on sait rien, choses comme ça. Alors, un identifiant, c'est très pratique parce que du coup, ça va permettre d'agréger de l'information. C'est-à-dire, on a un point pour agréger de l'information. Donc, par exemple, ici, j'ai un identifiant, j'ai pris pêche rouge, Nicolas. On a imaginé une plante de pêche rouge qui aurait été plantée en 2017. On a bien d'identifiant. Et on a agrégé des informations dessus. Donc,
J'ai mis type, c'est une plante. J'ai donné une position, par exemple, elle est dans le rang 4, en position 5, je sais pas. Elle est sur le site de Pêche Rouge. J'ai une autre façon d'encoder le site. J'ai une variété qui est du Carignan, puis j'ai une parcelle qui s'appelle P3, avec un responsable, je ne sais pas trop qui c'est, et puis qui a été planté en 2012. Voilà, je peux mettre ce genre de choses, et puis je pourrais continuer d'agréger, du moment que j'ai un identifiant. Je peux agréger toute l'information que je veux ou faire référence à cette information où je veux. Alors, vous voyez, il y a peut-être une petite limite dans ça, c'est-à-dire que si tout le monde met ses annotations à sa façon, on ne s'y retrouvera pas. Donc, l'identifiant n'est pas suffisant pour structurer mes données. Il me faut encore quelque chose qui me permette de contrôler le vocabulaire. Et la syntaxe, c'est la façon dont on va mettre ces informations. Parce que là, c'est libre et je peux faire un peu n'importe quoi. Alors, pour ça, on a besoin de ressources sémantiques qui vont, en fait, nous donner le vocabulaire qu'on a le droit d'utiliser et nous dire comment on va les utiliser. Alors, un vocabulaire contrôlé pour les métadonnées, ça va être très pratique, très puissant. Et il y a plusieurs approches pour le faire. Alors, soit vous pouvez avoir des tableaux avec des listes clés-valeurs. Vous mettez site, par exemple, égale Pêche Rouge, et les vocabulaires sont contrôlés. C'est-à-dire, on dit, on a site, on a position, etc. Et on n'a pas le droit de sortir de ces vocabulaires. On a une liste de mots-clés, et on doit donner la valeur pour chaque mot-clé. Alors ça, c'est un peu, on va dire un petit peu, ça ne donne pas de profondeur, c'est pas très pratique. Donc il y a des gens qui ont défini des conteneurs hiérarchiques pour essayer de dire, par exemple, là c'est tout ce qui concerne la description de la plante, ça c'est tout ce qui est la logistique autour de la plante, ça c'est tout ce qui est droit, etc. On peut faire des catégories et puis descendre et du coup réutiliser des métadonnées, etc. qui sont mises à des niveaux plus hauts. Mais c'est pas complètement satisfaisant et dans l'idéal, c'est de se diriger vers plutôt des graphes sémantiques où on va mettre les données dans un graphe sémantique qui, lui, sera interrogeable, sur lequel on pourra passer des requêtes et on pourra extraire de l'information et c'est beaucoup plus puissant que des tableaux ou des conteneurs. Puisqu'en fait, on va pouvoir faire des raisonnements, des choses comme ça. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans ce niveau de détail. Je vais juste... pour créer ces graphes sémantiques, il faut deux choses. Il faut des ontologies. Donc des vocabulaires contrôlés avec des règles métiers. Donc j'ai donné une définition d'ontologie. Hein, donc ça permet de spécifier des connaissances d'un domaine et de manière formelle de les partager et de les réutiliser. Et donc on a tout intérêt et surtout ça va permettre de disposer d'un vocabulaire, de définition et de liens. Et puis, on a besoin aussi de technologies pour mettre en place et de faire tourner toutes ces ontologies. Et ça, on les trouve dans un standard qui s'appelle le web sémantique, qui est un ensemble technologique qui va fournir des outils pour manipuler ces graphes sémantiques afin de gérer et partager les données. Et qu'elles soient réutilisées dans différents contextes, notamment différents groupes d'utilisateurs. Ça, c'est très puissant. Alors, à quoi ça peut ressembler? J'essaie d'illustrer de façon un petit peu différente, là. Donc, les ontologies fournissent, j'ai fait une belle faute, le sens des données. Elles vont permettre de lier des éléments d'information avec un vocabulaire partagé et lisible par les machines, et ça va permettre d'organiser et gérer les données dans un graphe. Alors là, vous avez par exemple deux ensembles de données, deux composants de données. J'en ai un, je lui ai donné un identifiant. Alors j'ai mis juste un hashtag devant, mais derrière il y a l'URI, et c'est résolvable. J'ai deux identifiants et je ne sais pas trop ce que c'est. Et vous allez voir, dès que je vais mettre quelques flèches et du sens, ben ça va prendre du sens. Et c'est ce que vont apporter les ontologies. Donc par exemple, je vais dire que le S2351, c'est une plante. Puis après, je peux spécialiser cette plante, je peux continuer la description. Je vais dire aussi qu'elle se trouve à l'intérieur de FR 11430P3, qui est une parcelle. Et une parcelle, c'est quoi? C'est une sorte de terre cultivée. Voilà. Et vous voyez, en mettant quelques flèches et quelques informations sémantiques, ben, si je reviens en arrière, voilà, là je ne savais rien, et là je commence à déduire des choses. Et non seulement les humains peuvent comprendre des choses, mais aussi les machines vont pouvoir le faire. Alors, un autre modèle, là j'ai fait une espèce de petite ontologie où j'ai des organes de plantes qui sont des parties de plantes, et j'ai des feuilles qui sont des sortes d'organes de plantes, et puis j'ai des plantes qui sont dans des parcelles, et puis des parcelles qui sont sur des sites, etc. J'ai assez peu de concepts, et je vais pouvoir mettre des données dedans, et même raisonner dans les données
avec les liens rouges qui sont issus de raisonnement et qui n'ont pas été des données qui ont été initialement mises dans le système. Ça veut dire que je vais enrichir, parce que si ma parcelle se trouve à Mogbio et que ma plante se trouve dans la parcelle, ben à ce moment-là, je peux déduire que la plante se trouve bien à Mogbio aussi physiquement. D'accord ? C'est juste de la transitivité. Il suffit que je dise, ben, se trouver quelque part, c'est quelque chose qui est transitif. Quelque chose qui se trouve à l'intérieur de quelque chose, etc. C'est transitif. Je fais jouer de la transitive. Et par exemple, de dire que si c'est une feuille, et si une feuille est un organe de plante, à ce moment-là, je peux avoir en haut, là, vous voyez, le raisonnement suivant, c'est qu'une feuille, c'est aussi un organe de plante. Et c'est aussi une feuille. C'est-à-dire, donne-moi la liste des données liées aux organes de plantes, ben, je vais avoir les informations sur la feuille 221 et la feuille 223. Or, si je suis dans un modèle traditionnel, je vais être obligé de dire explicitement que je m'intéresse aux feuilles. Alors que là, je peux dire que je m'intéresse à tous les organes. Donc ça, c'est du raisonnement. Je ne vais pas aller plus loin dans le raisonnement, mais on peut faire des choses beaucoup plus compliquées avec des règles. Alors, je vais essayer aussi de donner quelques illustrations d'utilisation, notamment, par exemple, autour des variables. Alors, les variables, souvent, les variables, dans des datasets, vous avez souvent des variables température, mais il y a des gens qui parlent d'une température, par exemple, du sol, d'autres qui parlent de température de l'air, etc., d'autres de la serre. Et finalement, la variable température, on l'a souvent dans les datasets et c'est pas la même chose. D'accord ? Et pourtant, non, on voudrait que ça soit la température de la serre, soit du sol, etc., ou à 3 mètres de haut, ou 2 mètres, ou à 50 cm. Vous voyez, on peut avoir plusieurs noms pour le même nom pour différentes variables, plusieurs noms pour des variables qui sont identiques, pas d'accès à des descriptions de variables, on ne sait pas ce que c'est. Je vous incite à aller voir, par exemple, des données autour du Covid qui ont été récoltées. Vous avez des noms de variables. Il n'y a personne qui sait ce que c'est, quoi. Il y a des noms, les gens partagent, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, avoir des identifiants sur les noms de variables, c'est extrêmement pertinent, parce que quand vous avez l'identifiant, je vous rappelle qu'on peut agréger de l'information pour décrire. Et on peut, par exemple, dire, cette variable, elle porte plusieurs noms, mais au moins l'identifiant reste le même. Etc., pas de provenance. Et puis, du coup, quand on formalise, on a après la possibilité, si on a deux tableaux de données, de se poser la question, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est à peu près proche? Est-ce qu'il y a un biais entre ces deux variables? Est-ce que je peux les comparer? Est-ce que c'est une transformation d'une autre? Etc. Est-ce que les individus qui sont à l'intérieur sont des individus qui sont compatibles? Est-ce que je peux les comparer ou ça n'a pas de sens, etc. Donc ça, on a besoin de ce genre d'outils quand on veut générer des données. Et pour ça, il faut des modèles pour représenter les variables et lier les différents composants de ce modèle à des ontologies pour que les machines puissent les comprendre et les humains puissent les comprendre et accéder à des définitions. C'était ma dernière illustration, je ne me rappelais plus. Donc je n'ai pas mis de conclusion parce qu'on est en début de séminaire, mais je veux bien prendre quelques questions si j'ai le temps. Nous, on développe des outils pour aller dans ce sens-là, pour essayer de partager au maximum, mais il ne faut pas viser le niveau français, quoi. Il faut viser à l'international, quoi. Je pense que beaucoup d'équipes vont participer, par exemple, à des projets européens ou des collaborations internationales avec, je ne sais pas moi, le Chili, la Californie, et il faut essayer plutôt d'être en capacité de faire cohabiter plusieurs référentiels. Et d'avoir un identifiant et d'y associer plusieurs noms, c'est une façon de faire. Et il y a des outils, notamment dans le web sémantique, qui permettent de préciser des alignements, de préciser si les choses sont équivalentes, s'ils sont les mêmes ou pas. Et c'est ça qu'il faut utiliser, il faut tendre vers ce type d'outils, à mon avis. Voilà. Il y a, je l'ai mis notamment sur l'interopérabilité, et il y a vraiment un challenge de développer des compétences. Un défi, pardon, je suis en train de parler en ligne. Un défi pour développer des compétences, pour apprendre à vraiment travailler en interdisciplinarité. Et c'est aussi à travers les données qu'on peut le faire, d'essayer d'échanger, qu'un agronome puisse échanger avec un généticien, ça commence à être bien habitué, mais avec peut-être des disciplines qui sont un peu plus éloignées, ça devient plus difficile.
Alors, cette filière, elle a plein de bonnes qualités. Moi, je l'aime parce que je l'aime beaucoup, mais... En matière de gestion de données, je veux dire. Hein. Mais non, mais déjà parce que à l'INRAE, on a des représentants des différents composants de la filière. On a des collaborations avec l'IFV. Je pense qu'on a pas mal de choses. Il y a aussi une tradition. Ça embarque plus que et naturellement, on peut récupérer les choses que nous on peut faire par exemple dans le phénotypage au débit ou ce genre de choses où on peut réadapter les outils. Mais sincèrement, la filière, elle a vraiment elle est aussi représentative d'un ensemble de filières. Moi, je trouve que le café, le chocolat, toutes ces choses-là fonctionnent à peu près de la même façon. Et il faut aussi qu'elle ait un côté un peu générique. Oui, c'est pour ça quels sont les challenges en matière d'intégration. Oui, mais le chocolat, ça fonctionne avec une fermentation, un arbre et développer des arômes. Je pense le café, il y a plein de choses en fait.